Salut tout le monde, bonne année 2025 à toutes et à tous, la santé, plein d'autres choses, plein de merveilleuses choses. Vous connaissez le concept, hein, chaque semaine dans le canapé, un athlète pour une discussion en tête à tête. Il vole comme un papillon, pique comme une abeille. Les supporters des Lakers le détestent, bien évidemment. Certains l'appellent Maxime Poli. Maxime Potti. Mais non, il s'appelle Maxime Potti et il est double médaillé olympique de fleuret. C'est mon invité ce soir. Ça va Maxime, tu vas bien? Ouais, ça va nickel. Fine. Travis Scott. Eh oui. La musique que tu as choisie pour la célébration, c'est ça? Ouais, quand on devait célébrer un peu en urgence, on nous a dit il faut que vous choisissiez une musique avec, au Club France avec les supporters et tout. Et en fait, les gars, ils ne se sont pas prononcés. J'ai dit Fine, Travis Scott. Je me voyais bien jumper et tout. Je sens que Enzo Lefort m'a suivi dans le délire. Maximilien Chastain et Julien Mertens, c'était plus dubitatif. Mais voilà, c'est passé. C'est un peu notre chant, notre musique de célébration, quoi. D'accord, ok. C'est une musique que tu écoutes aussi souvent avant les compètes pour te motiver ou... Avant les compètes, ça m'arrive un petit peu, ouais. Mais non, mais c'est vraiment pour marquer la célébration des Jeux que j'ai vraiment choisi celle-là, quoi. Bon, j'ai taillé un peu les collègues, mais je vais t'appeler par ton bon nom, Maxime Potti. Merci, ouais. Mais t'es pro, hein, parce que quand tu t'appelles par ton mauvais nom, tu réponds quand même, bien, classe. Le Maxime Poli, moi je suis loin je suis en train de rentrer sur le ça. plateau, donc je fais Maxime Poli. Et le Maxime Potier, en fait, c'était en direct sur France 2. Il passe vite le micro, mais on me voit faire comme ça, un truc comme ça. C'est vrai que l'image, elle est bon, sympa. après, pour la défense de Mohamed Bouafsi, en l'occurrence, c'est pas facile. Ah non, mais c'est clair. Il y avait un boucan de fou, enfin, je lui ai dit mon nom. Il faut le dire aux gens aussi, quand on est journaliste pendant les Jeux, on interview, mais je sais pas, 100, 150, 200 athlètes, donc bon, forcément, parfois on peut se tromper, mais moi j'ai la chance de t'avoir seulement toi ce soir, donc je me trompe pas, c'est déjà ça. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien, ça va très bien. Une bonne année 2025, j'espère. En tout cas, 2024 a été riche en émotions. Ah, ça c'est clair. Ça va être dur de dépasser, même en termes d'émotions. 2024, ça reste... Ouais, c'était top. Après, je sais pas pourquoi, je suis quelqu'un d'optimiste. J'ai toujours cette conviction que demain sera meilleur qu'hier. Donc c'est aussi pour ça, voilà, j'ai 31 ans, c'est pour ça que je continue ma carrière. J'ai fait 2 fois les Jeux, champion olympique par équipe, médaille de bronze. Donc en soi, je pourrais me dire, la boucle, elle est un peu bouclée. Et en fait, je sais pas, au fond de moi, je suis convaincu que je peux encore être meilleur et que demain sera mieux qu'hier. Donc c'est un peu ma mentalité. Les résolutions pour 2025, t'en as noté quelques-unes. T'es ce genre de gars, toi, qui te fait des résolutions un peu listées? Non, j'ai plus de résolutions et j'ai beaucoup plus de lâcher prise en vieillissant parce que j'ai appris que en fait, il n'y a pas de règles. Et que je pense que le propre du champion ou de la championne, c'est justement de s'adapter tout le temps à l'instant T, à la situation, et qu'il faut être capable de lâcher prise aussi. Bon, vous le voyez, un Maxime très à l'aise en interview, très à l'aise devant une caméra. Tu as fait une formation à l'INSEP de journaliste et communication, c'est ça, Maxime? Ouais, j'ai fait une école qui s'appelle Sportcom, qui est un partenariat entre l'INSEP et le CFJ. Et voilà, ça s'est bien passé, j'ai eu ma licence. Donc, en 5 ans par contre, parce que j'ai fait une année de césure et une année pour mes stages. Et voilà. Je peux presque dire que tu es un confrère, tu interviens sur RMC. Oui. Dans Stephen Brunch. Oui, j'ai la chance, l'honneur, le plaisir de me régaler à peu près 2 dimanches par mois, de 13h à 15h sur RMC, à retrouver en podcast, je ne sais pas regarder la caméra, voilà, à retrouver en podcast, sur le podcast d'RMC, Stephen Brunch, 13h-15h, tous les dimanches, Benoît Boutron, Jimmy Brown à la prod, voilà, je ne peux pas faire mieux la promo. Ah, par contre, tu es obligé pour la prochaine de faire aussi de la promo de Sport en France. Oui, Sport en France, voilà. Ok, je le fais sur RMC, c'est ça? Oui, sur RMC, okay. Quand même, attends. Non, mais Maxime qui pourrait être à ma place, hein, quasiment, qui pourrait présenter une émission. Mais j'ai un peu fouillé, il y a peut-être encore un peu de boulot. Regardez cette petite vidéo. Salut tout le monde, petite vidéo suite à la diffusion du teaser du documentaire À la croisée des rêves, diffusé sur Eurosport le 27 décembre à 21h. Diffusé sur Eurosport 1, Maxime. Libérez-moi. À la diffusion du documentaire... Moi je trouve que je perds ma nature, j'ai envie de raconter les choses. C'est un documentaire d'environ 50 minutes. Loki sort. Ça devient fou. Loki le chat, hein, évidemment, de Maxime. C'est pas facile à faire. C'est pas facile, mais c'est très drôle par contre d'avoir laissé les coulisses. Et Eurosport a copublié avec toi, c'est très marrant. En fait, la caméra, ça me dérange pas. Mais moi, j'ai un truc avec les réseaux sociaux où le fait de moi parler. Voilà, j'avais tenté un truc. J'avais vu un copain journaliste faire une vidéo comme ça où il posait la caméra et en fait, j'y arrivais pas. Je trouvais ça nul et je me suis dit je vais montrer qui je suis vraiment et voilà, j'ai mis ces extraits là et ça, les gens ont plutôt apprécié et je trouve que c'est drôle et au final ça faisait la promo du documentaire À la croisée des rêves. Documentaire qui est super, hein, À la croisée des rêves. Je vous invite tous à aller le regarder. On va nous aussi revenir sur les Jeux avec toi évidemment. On va parler aussi de l'actu parce qu'il y a pas mal d'actu qui te concerne, Maxime, avec le Challenge Mazars. Mais avant ça, moi j'aimerais savoir, je reçois souvent des athlètes ici pour qui l'après-jeu c'est un peu difficile.
Il y en a, voilà, ça c'est un clan, et l'autre clan, c'est plus une libération, un soulagement. Tu te ranges un peu de quel côté, toi, Maxime? Moi, je suis reconnaissant de fou de ce que j'ai vécu avec les jeux, même avec avant tout. Mais quand ça s'est fini, j'étais content. J'ai dit merci, vraiment. Enfin, tu vois, même symboliquement, j'ai regardé l'univers, j'ai dit merci, j'ai vécu un truc de fou. Et j'étais content de passer à autre chose parce que c'est vrai qu'en fait, nous, les jeux, on y pense tout le temps, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans avant. Mais aussi, les gens, quand on les voit, on incarne les jeux à la maison, les jeux à Paris. Il y avait plus d'attentes que d'habitude. Et du coup, voilà, quand on croise les gens dans la rue, on a envie de penser à autre chose. On a fini l'entraînement et puis les gens disent « Alors, les jeux, ça en est où alors ?» Nous aussi, les journalistes, voilà, on alimente le truc. Donc, on a beaucoup de rappels. Et donc, en fait, c'est un peu une prison dorée. Voilà, ça fait partie du jeu, c'est pas très grave. Mais quand ça s'est fini, voilà, j'étais content que ça s'arrête aussi, de passer à autre chose et d'avoir d'autres projets. Ouais. Tu te refais des fois, tu te revisionnes un peu ce qui s'est passé pendant les jeux, tu te refais des kiffs comme ça, à remater, je sais pas, le match face aux États-Unis pour le bronze ou Déjà, c'est pas si facile de retrouver des vrais extraits parce que y a les droits télé, donc c'est pas super facile. Non, dans le documentaire La Croisée des Rêves, justement, qui est sorti sur Eurosport et qui est disponible sur Max, pour ceux qui veulent le revoir, en fait, moi, comme j'ai aidé à la production, à la réalisation, en fait, j'avais tout le temps un regard très pro dessus, ça c'est bien, ça c'est pas bien et tout. Et quand il est sorti, du coup, j'ai eu les retours de mes coéquipiers qui m'ont dit « Waouh, à la fin, j'avais les larmes aux yeux et tout ». Et en fait, le dernier en date, c'est Enzo qui m'a dit ça. Et Enzo, c'est pas quelqu'un de très émotif. Enzo Lefort. Voilà. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit non, mais en fait, je l'ai peut-être pas regardé. Je l'ai peut-être regardé trop sérieusement le doc. Et donc je me le suis refait juste la fin parce que je l'avais trop vu. Je me suis refait juste la fin et j'ai dit maintenant, t'arrêtes de juger. Et là, j'ai re-regardé, j'ai profité. J'ai eu ma petite émotion. C'était la première fois en 10-15 visionnages qu'en fait j'ai vraiment regardé avec l'œil. Sorti du regard pro et tu te dis, allez, je me mets dedans. Et là, j'ai profité. Je me suis dit en fait, c'est cool. C'est comme au-delà du fait qu'il est sorti, c'est plus de se dire c'est comme un film de vacances. Si je regardais un film de vacances qui retrace quelque chose avec des copains, avec des amis, et ça voilà, j'ai profité là-dessus. Ouais, mais c'est super d'avoir eu ça. Comment ça s'est fait en fait avec Eurosport là, de faire un documentaire sur toi et revenir sur les jeux comme ça? Ça s'est fait parce que d'abord je remercie ma collaboratrice Sarah Boutabla qui a pris refus sur refus à 1 an des jeux quand elle a dit il y a un escrimeur, vous allez en entendre parler. Et puis en fait nous ce qu'on voulait c'était vraiment montrer l'aspect collectif de l'escrime parce qu'on est tout le temps focus sur un athlète, un champion, une championne. Et nous, on voulait élargir. Et comme moi, je savais que j'avais une place importante dans l'équipe aussi, au-delà de l'individu, je voulais ouvrir ces portes-là et montrer ça. Et on a pris plein de refus. Et il y a David Paget avec sa boîte de production 92, qui est une boîte ICN. Donc voilà, je viens de Simuino. Et on s'est rencontrés à l'occasion d'un meeting avec le Boss Club, qui est une association d'entrepreneurs. Et il m'a dit, moi je suis chaud je crois au projet. Mais on est parti avec rien, où ils sont venus au début sur le Challenge international de Paris, le Challenge Mazar. Ils nous ont filmé un week-end, ça s'est bien passé. Du coup, il a cru au projet. À titre d'exemple, ils viennent nous filmer à Washington. C'est moi qui ai avancé les frais pour qu'ils puissent venir. C'est la ville d'Isimuino avec Ici Media qui a remboursé les frais. Enfin, c'est un vrai projet. C'est un parcours du combattant un peu qu'on a mené entre nous et on est hyper fiers que du coup, après, Eurosport ait accepté de reprendre ce documentaire pour le diffuser. En tout cas, le rendu est top. Je vous invite vraiment tous à aller le visionner. Tu t'es pris quelques jours de repos après les Jeux? Un bon 2-3 mois de repos? J'ai pris 3 mois. Mais en fait, le truc, c'est que mon vrai repos, pour moi, je l'ai pris sur le mois d'octobre. Où je suis parti 2 semaines avec ma chérie en Indonésie parce que en fait août, j'ai eu 10 jours de vacances en août, mais après on a joué le jeu des sollicitations médiatiques avec les partenaires aussi. Et le retour en septembre aussi, c'est un peu le moment où tout le monde rentre de vacances et tout le monde dit ça y est, on veut voir les champions, on veut voir les médaillés. Donc en fait on a plein de sollicitations et j'étais plus fatigué fin septembre que fin août, quasiment après les Jeux. Donc en octobre, c'est vraiment là où j'ai pris mes vraies vacances. Mais oui, au niveau du sport, j'ai coupé pendant 3 mois. Mais tu as assez coupé pour te dire à ton retour à l'entraînement, ok, là j'ai envie, c'est bon. Je repars pour une nouvelle saison avec de la motivation, du plaisir. Je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. La preuve, c'est que 3 semaines après la reprise, j'ai fait ma première Coupe du Monde et j'ai fait top 16 alors que j'avais très peu d'entraînement parce que j'avais cette envie, parce que physiquement, j'étais encore affûté. Donc non, la motive, elle est là. Franchement, la coupure a fait du bien, mais c'était bon. On va parler de l'actu avant de revenir sur les Jeux. Il y a eu le Challenge Mazar, t'en as un peu parlé, qui est votre Roland-Garros à vous. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est un peu ça. Vous faites 4e par équipe. Juste avant de parler du résultat, décris-moi un peu l'ambiance, parce que je suis tombé sur une petite photo, si on peut l'afficher en régie, qui m'a un peu rappelé les Jeux et le Grand Palais avec ces têtes géantes. Là, on voit ta tête sur l'affiche. C'est super, ça. Finalement, il y a un peu un prolongement aussi des Jeux Olympiques. Ouais, c'est cool. Ils ont fait venir des membres du Club France attitrés des Jeux. Ce qui est marrant avec cette tête, ce qui me fait marrer, c'est que c'est une photo, je crois, qui doit dater de 2020. On est en plein Covid. On s'entraînait un peu, c'était avant les Jeux de Tokyo. Et c'est le genre de truc où on vous dit venez, on va faire un shooting photo France Olympique. Et puis on dit oui.
je suis pas rasé, j'ai une grosse touffe. T'es un peu pas là, tu l'avais pas. Ah ouais, non, je suis en galère et au final, tu te retrouves 5 ans plus tard avec ta tronche sur un truc comme ça, donc ça me fait marrer. Donc non, c'était une belle ambiance. C'est une compète qui suffit à elle-même, même si le rapprochement avec les jeux, il a beaucoup été fait. Ouais. Nous, moi, c'est la compétition. Quand j'avais 6 ans, je suis allé la voir et je me suis dit, pour la première fois, en fait, je peux faire de l'escrime et faire du haut niveau avec une belle compétition. Ouais. Et je pensais que toutes les Coupes du Monde étaient comme ça. En fait, c'est pas le cas. C'est la plus belle Coupe du Monde. Et voilà, c'est celle que tous les Français ont envie de gagner, mais même celle que tous les étrangers ont envie de gagner. Donc c'est la plus belle et elle est cool. En termes de résultats, il y a un peu de déception, Maxime, ou c'est pas forcément J'aurais voulu faire plus. En individuel, je perds en 16e de finale, tableau de 32. Maintenant, notre sport, c'est 15 touches, 3 fois 3 minutes. Et là, en l'occurrence, ça n'a même pas fait 2 fois 3 minutes. Donc ça va très vite. Le niveau, il est serré. C'est pas comme au tennis où on a 3-7, c'est souvent le plus fort qui gagne. Oui. Là, il y a vraiment cet effet de surprise, ou pas d'ailleurs, enfin, mais en tout cas, c'est très serré. Et on peut perdre sur tout le monde. Ce jour-là, voilà, je perds sur quelqu'un qui, en 15 touches, a été plus fort que moi. Mais voilà, j'ai pas de regret, en tout cas, sur ce que j'ai produit. J'étais fier de mon niveau escrime, mon niveau physique, même de mon attitude. Ouais. Et par équipe, on fait 4e. Et voilà, on n'est pas loin de battre l'Italie en demi. Et après, pour le match pour la 3e place, en fait, l'entraîneur m'a mis sur le banc au début parce qu'il voulait que les jeunes prennent de l'expérience sur des matchs à enjeu sur une piste podium, vu que moi, j'en ai beaucoup. Donc voilà, faire 3e, on aurait préféré faire 3e, mais ça ne change pas beaucoup au niveau du classement mondial. Donc c'est pour ça qu'il fallait aussi tester des choses avec les plus jeunes. Je me suis fait quelques articles là, et votre coach, Émeric Klose, disait qu'il fallait passer un cap mental pour battre les États-Unis et les Italiens. Ouais. Tu es d'accord avec lui là-dessus? Honnêtement, au jeu, on fait 3, mais notre place, c'est 3 ou 4 pour l'instant. Donc, en effet, on arrive sur un gros coup, on peut battre l'Italie une fois, sur un gros coup, on peut battre les États-Unis une fois. C'est dans la tête ou c'est vraiment en termes d'escrime pur? Pour moi, il y a forcément l'escrime, c'est des équipes très fortes, mais il y a forcément du mental. À titre d'exemple, en demi-finale, quand on perd là sur l'Italie, on doit recoller au score au moins 4 ou 5 fois dans le match. On revient à égalité, et puis on en reprend 2. Et du coup, on court derrière au score. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. Mais on a 4 ans pour préparer les jeux. Et voilà, on a une équipe qui est encore jeune aussi, je pense. Ouais, et puis voilà, c'est une nouvelle saison aussi qui démarre pour toi. Tu as la sensation là, de n'avoir jamais été aussi fort? Je parle physiquement, mentalement. Ouais, honnêtement, ouais. Enfin, je me sens physiquement, je sais qu'en tout cas à cette période de l'année, j'en parlais avec le préparateur physique, j'ai jamais été aussi fort physiquement. Escrimement parlant, j'ai l'impression que j'ai atteint la maturité mentale qui me permet aussi d'avoir un niveau à peu près stable. Et j'ai beaucoup travaillé avant les Jeux. Et comme c'est comme si j'avais pas foutu tout ça en l'air et que ce que j'avais mis en place pour les Jeux, je pouvais encore l'utiliser aujourd'hui pour progresser. Après, le danger de l'escrime, c'est que c'est un sport tellement de détails et de sensations qu'il y a des jours où on se sent le maître du monde et le lendemain, on est très mauvais. Donc, à titre d'exemple, avant le Challenge Mazars, on a eu beaucoup de séances d'assaut pour rattraper les fêtes de Noël. Et sur 5 séances, il y en a une, je pense que c'est ma plus belle séance depuis un an. Et il y en a 2, je pense que c'est les pires séances depuis un an. Et en fait, quand je suis rentré chez moi à l'approche de la compétition, j'ai fini bien évidemment sur les 2 plus mauvaises. Et je me suis dit, OK, arrête de penser aux mauvaises que tu as faites. Dis-toi que dans le lot de ces 5 entraînements, qui était dur parce que j'étais fatigué, il y avait de la fatigue et tout ça. Il y en a une qui était exceptionnelle, ça veut dire que tu l'as en toi et que maintenant il faut la ressortir sur la compète. Ça a tendance à te miner un peu ou pas quand tu sors 2 mauvaises séances comme ça, tu arrives facilement à switcher et te dire bon, allez, c'est qu'un passage, ça va revenir, ou alors ça te met mal? Maintenant, avant beaucoup, maintenant avec l'expérience, j'arrive un petit peu à prendre du recul, mais en vrai, déjà je rentre le soir, j'arrive pas à marcher. Enfin, c'est plus ma compagne qui prend un peu les pots cassés parce qu'elle me voit rentrer, j'ai du mal à marcher parce que l'escrime ça fait mal physiquement quand on fait des grosses séances. Et puis en fait, elle voit que elle prend un peu mes humeurs où je suis un peu moins bien. Voilà, avec du recul, j'arrive à relativiser, mais c'est vrai que quand il y a l'émotion, juste au moment où je rentre le soir. Puis en fait, ça dure pas non plus très longtemps. Elle a un rapport avec l'escrime, ta copine? Non, rien à voir. C'est bien ça, non? Ouais, c'est très bien. La première fois qu'elle a mis les pieds dans un gymnase pour un événement sportif, c'était au Challenge Mazars. Voilà, donc je lui fais découvrir un peu le monde du sport, elle me fait découvrir d'autres univers, c'est très bien. Je pense que c'est sympa et important aussi parce que, tu vois, nous, on vous met vachement, on vous place très haut tout le temps et je pense que quand tu es un peu extérieur à ça, ça te désacralise aussi un peu, tu vois. Ça te remet un peu les pieds sur terre parfois. Oui, mais je suis d'accord. C'est vrai que... Il y a ce truc où, quand on s'est rencontrés, en plus, moi c'était il y a un moment, mais quand on s'est rencontrés, on trouvait déjà mon nom sur Wikipédia, voilà tout. Et je sais qu'elle, ça l'a pas du tout impressionné ou quoi, qu'elle en avait rien à faire et voilà. Ouais, bon, c'est mieux comme ça, je pense. Ouais, moi ça me va très bien. Après, bon, si tu es champion olympique individuel à Los Angeles,
Peut-être que là, mais elle est très contente et elle a appris à apprécier. Elle était au Grand Palais, elle a vibré, elle a adoré ça aussi. Hein. Enfin voilà, je lui fais découvrir mon monde et elle me fait découvrir le sien et c'est très bien. Parce que je sais que là, on parle de la saison qui redémarre, donc après les Jeux Olympiques de Paris. Tu vas me dire si je me trompe, mais il me semble qu'après les Jeux de Tokyo, tu as une saison difficile, peut-être même une des pires de ta carrière. Tu as changé des choses. Alors, c'est pas le même contexte, évidemment, mais est-ce que tu as fait évoluer des choses pour pas justement que ça se reproduise en année juste après les Jeux comme ça? En fait, ce qui se passe après les Jeux de Tokyo, c'est que déjà, il faut revenir. Comme là, je disais, j'ai récupéré aussi les bénéfices de ma préparation pour les Jeux de Paris. Et en fait, Tokyo, je fais une année, déjà l'année avant les Jeux, elle est catastrophique parce que c'est l'année Covid. Moi, quand il n'y a pas de compète, je n'arrivais pas à me motiver. Physiquement, j'étais dans le dur. En fait, Tokyo, je ne les ai pas vécus et je les ai mal préparés. Et donc, en fait, je suis retourné tout de suite à l'entraînement après. Je n'ai pas fait le deuil de ma contre-perf, je dirais individuelle. On est champion olympique par équipe, mais moi, en termes individuels, je trouvais que je n'avais pas fait les performances que je voulais. Ne serait-ce que, enfin, juste en termes de performance sur la piste, je parle. Et du coup, je reviens trop vite, je ne coupe pas. Et là, je fais une saison terrible. Où j'arrive pas à être dans le vrai physiquement, escrimement parlant et mentalement. Et je me rappelle justement que à la fin de cette saison, quand je perds à la dernière Coupe du Monde et que je sais que j'irai pas au championnat d'Europe, championnat du monde, mon premier truc c'est de me dire ça y est, je suis libre, je vais avoir du temps pour moi. Je dis au coach. Il y avait vraiment un trop plein quoi. Ouais, j'en pouvais plus. Et voilà, et j'ai fait parce que je vois des maillots de basket, j'ai fait un petit délire justement où j'ai dit au coach, je resterai pour m'entraîner, pour préparer ceux des championnats d'Europe, championnats du monde, parce qu'en fait, à l'INSEP, on est 12-13, il n'y en a que 4 qui font les championnats d'Europe, championnats du monde, donc le deal, c'est un peu les autres qui ne sont pas sélectionnés, on reste pour entraîner les copains, donc quand c'est moi qui suis sélectionné, les gars, ils restent. Donc là, j'ai dit, il est hors de question que je rate ça, j'ai besoin de couper, mais je serai là pour toutes les séances d'assaut pour entraîner les copains. Et je leur ai dit, par contre, je vous demande 5 jours. Si Boston va en finale va jouer les finales NBA, je pars à Boston et je suis parti à Boston. Ça a été mon pèlerinage de liberté. Première fois? Pas première fois à Boston, mais première fois non, pas premier match NBA, mais première fois à Boston pour une finale NBA. Enfin, pour des finales NBA, c'était fou. En fait, j'ai vécu le match 3 en arrivant le jour même dans un bar où j'ai pris l'atmosphère de la ville vraiment, et le match 4 au stade. Incroyable. Enfin, okay. On y reviendra un peu, mais vu que tu en parles, je te pose la question tout de suite. Elle vient d'où, là, cette passion pour les Boston Celtics? Elle vient du fait que les trucs... moi, j'ai des origines bretonnes, enfin, voilà, aussi un peu de sang irlandais, j'imagine. Et donc, en fait, quand j'ai vu le logo, déjà, ça m'a attiré. Et en plus, quand j'ai commencé à suivre la NBA, c'était 2007-2008, et c'est l'année où Boston gagne avec Rajon Rondo, Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen. Et en fait, aussi, c'est une équipe qui m'a appris à comprendre le basket, parce que pour le coup, ils avaient vraiment des joueurs qui respectaient un peu l'archétype du poste. Et donc, voilà. Et puis, en fait, je me suis mis à me renseigner sur la ville de Boston, qui est une ville aussi qui me correspond énormément, une ville de sport. J'aime bien aussi, c'est une ville d'érudits, d'université. Enfin, voilà, je trouve d'histoire, pleine d'histoire. Donc, je me suis bien passionné pour Boston. Et maintenant, toutes les équipes de sport de Boston ou de la Nouvelle-Angleterre. En NFL, du coup, je suis les New England Patriots. En ce moment, c'est critique, mais je me suis bien gavé avec les 6 bagues de Tom Brady. Les Bruins, les Bruins de hockey, enfin voilà, tout ça. Ok, d'accord. Mais comment, parce que je me dis, alors, moi je peux suivre à la rigueur, tu vois, c'est pas grave si je regarde des matchs la nuit et tout, mais quand tu es athlète de haut niveau, tu as une certaine, une grosse rigueur dans les entraînements, dans le cycle du sommeil, etc. Tu peux quand même suivre les matchs, tu les regardes en direct le lendemain? La NFL, là, vu qu'on est hockey sur glace, j'ai pas trop suivi tout ça. La NFL, vu que là, les New England sont très mauvais, je suis de très très loin. Je salue les amis de Touchdown Actu, voilà, c'est des petits sites comme ça, mais qui font vivre la fanbase. Et pour la NBA, déjà, il y a plein de médias, First Team, Trash Talk. Voilà, donc pour tu regardes pas forcément tous les matchs, mais... Non, par contre, mais j'ai pris le League Pass aussi, du coup, les copains de Beansport que j'ai vu aussi. Et puis, bien sûr, le League Pass. Moi, quand je veux voir un match ou un truc, j'ai le League Pass. Mais en fait, je l'avais que pour les playoffs d'habitude. Et là, comme cette année, je bosse pour Stephen Brunch et qu'il y a Victor Wembanyama qu'il faut suivre un petit peu quand même. Du coup, là, j'ai pris le League Pass. D'accord, ok. Un peu. Tu joues un peu? Je jouais quand j'avais entre 15 et 20 ans, comme un mec qui n'a jamais joué au basket et qui allait faire du basket avec ses copains sur les playgrounds. Bon, tu as bien fait de rester à l'escrime, en tout cas, ton palmarès parle pour toi, on l'a dit. Donc, tu viens de décrocher évidemment à Paris une médaille de bronze par équipe, tu avais décroché l'or à Tokyo. Petite question sur les Jeux de Tokyo, parce que quand on pense aux Jeux Olympiques, c'est tout un ensemble. Tu vois, c'est ce qui se passe sur la piste, sur la compétition, mais aussi les à côté. L'ambiance du village olympique, la communion avec le public. À Tokyo, vous avez été privé d'une partie, voire de la totalité de ce que sont vraiment les Jeux. Mais tu as quand même une médaille d'or. Est-ce que tu les as quand même vécues intensément? Est-ce que ça reste une expérience de dingue? Ou est-ce que, quand tu y repenses, c'est, je ne vais pas dire un mauvais souvenir, ça serait un peu fort, mais un souvenir contrasté?
Tokyo, c'est en fait les deux. Tokyo et Paris, c'est différent. C'est-à-dire que Tokyo, la médaille d'or, je l'échange pour rien au monde parce que champion olympique, bah, c'est le Graal de ton sport. Maintenant, en effet, sur ce qui est des moments vécus, en fait, Tokyo, c'est des petits trucs. Je me rappelle à 43, parce que la match d'escrime va en 45, quand Erwan Lepéchou met la 44e, on se regarde avec Julien Mertine, les larmes aux yeux. C'est ces moments-là, en fait, entre nous et le périple, parce que nous, le Covid est annoncé. En fait, on est à Los Angeles pour notre dernière épreuve de sélection pour les Jeux. La sélection, elle était tellement difficile. On était 4 et en fait, il n'y en a que 3 qui font lundi vers un 4e équipe. Donc avec Erwan Lepéchou, Enzo Lefort, Julien Mertine et moi. Et la sélection était vraiment très très dure à faire pour savoir qui des 4 n'irait pas en individuel. On savait qu'on ferait tous les 4 les Jeux. Et il y avait une énorme pression. Et donc en fait, on arrive à Los Angeles, c'est notre dernière compétition sélective. On sait qu'après cette compétition, au moins, allez à Jacques Tarès, les dés seront jetés et on saura quelle sera la sélection. Et puis en fait, le Covid, il arrive là. Et on repart dans un an. On repart pour un an. Avec le stress de la sélection, avec une compète l'année d'après à Doha. Mais c'est la seule compète. Donc en fait, on passe un an à préparer la compète. Ensuite, il y a la compète, la sélection sort. Et puis là, pendant 3-4 mois, on se bâtit un petit cocon. Les gens, ils revivent après le Covid. Parce que là, les bars, ils commencent à rouvrir, les restaurants. Et nous, si on attrapait le Covid, en fait, tu avais une quarantaine pour tout l'entraînement. Ça peut être une pression constante, ça. Hein. C'était terrible. Il y a des gens au jeu. Il y a un Américain, par exemple, il a été 14 jours avant l'épreuve, jusqu'à l'épreuve, en quarantaine. Parce qu'en fait, il s'était mis en business pour justement limiter les risques. Et le mec derrière lui en business avait le Covid. Et donc, dans le doute, ils l'ont mis en quarantaine tout seul pendant 14 jours avant les Jeux. Donc, il y avait cette pression-là. Donc, en fait, les Jeux de Tokyo, je ne les ai pas vécus. Mais la fierté collective d'être allé au bout de ce rêve et d'être champion olympique, il est incroyable. Après, pour ce qui est des émotions pures, les Jeux de Paris, même s'il n'y a pas le titre, bien sûr. Là, je les ai vécus pleinement, quoi. Ouais, et puis 3 ans qui séparent les Jeux de Tokyo, qui ont eu en 2021, tu l'as dit, qui ont été reportés. Et puis Paris, en 3 ans, il se passe beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a changé là, entre le Maxime de 2021 et le Maxime de 2024, de Paris 2024 Dans l'escrime, mais même en dehors. Hein. Non, mais je sais pas. Bah non, mais non, mais un truc qui a changé, c'est en fait le fait d'être champion olympique, c'était tellement une obsession que je considérais que ma vie d'athlète, si elle se passait bien, ma vie d'homme allait être heureuse. Ouais. Et en fait, j'ai vu que déjà, je pouvais être champion olympique et sur le moment ne pas être le plus heureux des hommes, même si je ne change pas, mais je change pas ce titre. Mais j'étais pas très heureux, notamment l'année d'après. C'était l'une de mes l'année avant les Jeux et après les Jeux en tant qu'homme, c'est mes pires années, je pense, de vie. Et du coup, en fait, je me suis dit, je vais inverser le processus et je vais d'abord me concentrer sur être heureux et épanoui en tant qu'homme. Et le sportif, il suivra après. J'ai inversé. Et ça m'a rendu très heureux, honnêtement. Et du coup, les performances, elles ont suivi. J'ai fait en cumulé, avant les Jeux de Paris, c'est mes 2 meilleures saisons. Si on prend, on va dire, la saison régulière de l'année d'avant et la fin de saison de l'année des Jeux, c'est mes 2 meilleures saisons de ma vie, quoi. Et tu parles des pires années à Tokyo et avant Tokyo, c'est... Pourquoi ? C'est pas trop personnel, hein. Non, mais parce que, encore une fois, l'année Covid, moi, m'a fait... Enfin, moi, en fait, j'étais drogué à la compétition, on va dire. Et le fait d'avoir un an sans compétition, en plus avec le stress des Jeux, j'ai eu vraiment une perte de sens. Et puis, il y avait ce truc aussi c'était une période où on se demandait qu'est-ce qui était utile et pas utile, quel magasin on pouvait ouvrir, quels étaient ceux qui n'étaient pas indispensables. Et à ce moment-là, j'ai vraiment perdu le sens du sport, même pendant un moment, vu qu'on n'a pas vécu les Jeux... En plus, avec tout l'engouement, où on disait mais pourquoi ils ont le droit de faire du sport et nous on ne peut pas sortir. Enfin, il y avait ce truc-là. Et puis voilà, les Jeux de Paris en tout cas m'ont bien réconcilié avec ça et la place du sport dans la société, ça va. Bah, tu m'étonnes. Et puis les Jeux de Paris, alors pour toi vraiment à la maison, t'es né à Clamart, c'est ça ? Je suis né à Clamart, mais parce que j'ai grandi à Issy-Moulineaux. Oui, enfin voilà, vraiment à côté quoi. Donc toi, c'était vraiment les Jeux à la maison. Tu l'as ressenti comment ? Est-ce que c'était presque les termes sont peut-être un peu exagérés, mais une mission, un devoir, tu vois, de performer à domicile chez toi? La pression, je ne l'ai pas ressentie de l'extérieur. C'est plus une pression vis-à-vis de moi-même. Je sais que, en fait, une fois que la sélection est sortie, j'étais tranquille. Je me suis dit, maintenant, tu t'entraînes. Par contre, je me suis entraîné comme une brute, mais tu vas profiter de chaque seconde et de chaque instant. Ça, j'étais OK avec ça. Donc, la pression extérieure, je l'ai pas trop. J'étais plus excité. Par contre, c'est la qualification, où c'est l'événement d'une vie. On va pas se mentir, en tout cas sportivement. Oui, un événement que tu vivras qu'une seule fois dans ta vie, c'est sûr. Les Jeux, c'est tous les 4 ans, les Jeux à Paris, c'est tous les 100 ans, donc voilà. Et il y avait ce truc aussi où, en fait, moi j'ai commencé le sport l'escrime et le foot en ayant rêvé avec la génération France 98. Et donc j'avais ce rêve de faire
un événement sportif grandiose en France, comme je pouvais avoir les images du Stade de France pour le foot. Et en fait, j'ai senti que j'avais une pression personnelle que je m'étais mise vis-à-vis de l'enfant que j'étais. Comme si je me disais que je n'avais pas le droit de ne pas les faire parce que ça venait récompenser tous les sacrifices que j'avais faits en tant qu'enfant, en tant qu'ado, en tant que jeune homme. Et je sentais que je m'étais mis moi-même une pression vis-à-vis du petit Maxime. Et ça, c'est quelque chose où voilà, c'est pour ça aussi peut-être qu'après les Jeux, j'étais soulagé parce que j'avais le sentiment d'avoir fait... c'est coché, c'est... Voilà. Même symboliquement, j'ai dit à l'enfant que j'étais, je lui ai dit... c'est bon, je t'ai rendu ce que tu m'as donné, maintenant laisse-moi tranquille et je vais vivre ma vie d'homme. Il y avait un peu de ça, il y avait un peu cette pression-là. Mais je trouve que tu l'as plutôt bien négocié, parce qu'on reviendra sur ton parcours en détail, mais pendant les Jeux, voilà, en individuel, tu sors en quart, mais tu fais quand même, en huitième, tu sors, on y reviendra en détail, mais le numéro 1 mondial, champion d'Europe en titre, champion du monde en titre, en équipe, vous faites une médaille de bronze. Donc finalement, ça t'a pas bouffé, quoi. Tu as réussi à prendre le dessus sur ça. Mais parce que je vivais mon rêve d'enfant, et en fait, c'est comme si depuis que j'avais 5 ans, j'étais préparé à vivre ça. Je sais que mon coach, un peu. Mon coach, il n'était pas stressé pour moi. En fait, justement, là, je l'ai entendu le dire à des journalistes ou quoi, dire non mais Maxime, je savais que ça le nourrit, il adore ça. Et bon, après, on se dit ça, et puis il y a des jours où ça passe pas. Voilà, mais... T'aimes bien ça? La pression, c'est quelque chose... Mais c'est pas de la pression. Moi, je le vis pas comme la pression, je le vis comme un privilège, en fait. Je suis dans un stade, au milieu de tout le monde. Il y a 8000 personnes qui viennent pour me voir faire ma passion, mon sport, qui m'encouragent en plus. Ou même s'ils ne m'encourageaient pas, en fait, c'est un privilège. Non, mais c'est vraiment... même, j'existe et je suis sur cette terre pour vivre des choses, pas pour rester sur mon canapé à attendre. Donc, non, je suis là et c'est pour en profiter. Et puis après, je gagne, je perds, ça j'ai pas le contrôle total là-dessus et c'est la vie. Hein. Tu te rappelles de tout des Jeux de Paris ou c'est juste des flashs qui arrivent un peu comme ça? C'est beaucoup de flashs. Quand on me rappelle des trucs, je dis ah ouais, c'est vrai. Moi, en fait, mes plus gros souvenirs des Jeux de Paris, c'est ce que j'ai vécu avec les copains. Parce qu'on vit H24 ensemble, on vit dans un appart. Et c'est des trucs tout cons, mais je me rappelle de regarder du sport à la télé pendant une semaine. Ce qui fait qu'en fait, la deuxième semaine des Jeux, j'ai rien suivi. Ah ouais? Mais non, mais j'en pouvais plus. Un ras-le-bol, quoi. On passait notre temps, nous, à s'entraîner, à entendre parler de nous au jeu, et du coup, le reste du temps, on attend. Donc, on est dans l'appart à regarder. Il y a le judo. La veille de notre épreuve individuelle, c'est quand les judokas ils font médaille d'or par équipe. Mais Enzo, il perdait à côté de moi, là, il était là, il criait comme un match. Je dis, calme-toi, garde ton énergie pour demain. Donc, non, voilà, c'est ces moments-là avec les copains. Quand on a fait la fête après, en fait, on nous avait dit qu'on pouvait garder nos chambres au village. Et en fait, pas du tout. On avait le droit d'avoir accès à une autre chambre, à un hôtel. Mais il fallait libérer nos chambres pour d'autres athlètes. Et en fait, on fait une soirée. Donc, bien évidemment, moi, je rentre à 5. Mais Julien et Shasta... Non, Shasta n'est pas sorti, mais Julien rentre à 7 ou quelque chose comme ça. Et en fait, les gars, moi, je me lève un peu plus tôt. Et il y a un gars du CNOSF qui vient toquer, couvre la porte. Interview. Non, on savait qu'on partait pour France Télé les interviews. Mais il dit, par contre, il faut rendre la chambre. Je dis, mais là, notre chambre, elle est en bordel, c'est pas possible. Et voilà, c'est ces petites anecdotes-là où je réveille les copains et je leur dis, là, les gars, il faut ranger, il faut récupérer nos affaires. Et ensuite, on fait la journée média. Et voilà, c'est des petits souvenirs. C'est super, ces moments de vie comme ça. Mais c'est vrai que ça doit pas être facile à gérer. Je me mets un peu à votre place, mais quand, par exemple, tu as les judokas qui reviennent après au village, est-ce que toi ou des autres gars de l'équipe, vous allez leur poser des questions sur comment c'était, tu vois, l'ambiance, le truc, ou tu restes vraiment dans ta bulle et tu te dis, je verrai de moi-même? Non, mais on les félicite, on partage leur joie. Essaye pas un peu de prendre, tu vois, des infos de comment t'as géré l'ambiance. Non. En fait, là, c'est un peu. Mais vraiment, moi, il y a ce truc quand j'ai mis les pieds au village, j'ai dit c'est déjà écrit. Enfin, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je lâche prise et on verra ce qui se passe. C'est cool de pouvoir réagir comme ça. De toute façon, c'est pas mes 3 jours avant les Jeux qui vont changer. C'est clair. Après, il y a toujours des choses qu'on ne maîtrise pas, mais on s'adapte après. On se fait confiance dans sa capacité d'adaptation. Mais le travail, il avait été fait avant. Donc, moi, je profitais en étant sérieux, hein, mais je profitais à fond. C'est cool. Moi, tu parles de flash. Il y a une chose, je me dis que tu dois bien te rappeler, évidemment, c'est le Grand Palais, cadre magnifique. Et quelques mois avant les Jeux, Maxine et Ouzan étaient venus te rendre visite dans les Pépites de Maxou, diffusées sur Sport en France. Et tu avais dit ça, on va regarder. Si je perds, pardon pour l'expression, il nique mon plaisir. Parce que j'ai envie de continuer à tirer toute la journée dans cette salle. Et c'est cette mentalité-là que j'ai envie d'avoir, que ce soit individuel, que ce soit par équipe, c'est de se dire, en fait, c'est tellement un plaisir, on a tellement travaillé pour tirer une compétition au Grand Palais, aux Jeux Olympiques à Paris, qu'en fait, je veux que ça s'arrête le plus tard possible avec la plus belle des médailles. Donc en fait, mon premier adversaire, je veux juste survivre. Et puis après, il y en aura un autre, et non, je veux pas que toi t'arrêtes mon plaisir. C'est énorme. Voilà, c'est bien, c'est hyper cool.
Ça, c'est sur le papier. Après, le jour J, tu es là, tu arrives, tu vois, tu vois, je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, c'est ça que j'ai envie de mettre en place et c'est sur l'attitude que je vais me concentrer avant tout. Là, on voit la tête d'après-entraînement. Je suis marqué et j'étais content. Justement, il n'y avait pas de maquillage. J'avais dit, je veux qu'on me voit comme ça parce que c'est la vraie tête cool. Après l'entraînement. Voilà, je suis un peu déphasé, quoi. Il est intéressant cet extrait parce que tu précises bien, bon, ça c'est sur le papier. On verra comment ça se passe pendant les Jeux. Est-ce qu'avec un peu de recul, tu as réussi à l'appliquer? Tu as réussi à arriver sur la piste avec cet état d'esprit? Ouais, enfin, je perds d'une touche en quart de finale, à une touche près, je suis en demi, j'ai 3 heures de pause, je sais pas, ça se trouve, je suis là en train de raconter mon titre de champion olympique individuel. Avec Dessy, on refait le monde, notre sport, il joue vraiment pas grand-chose. J'ai aucun regret sur l'attitude que j'ai eue, sur, entre guillemets, le courage que j'ai eu d'assumer qui j'étais en tant qu'escrimeur ce jour-là. Ça se joue à pas grand-chose, il y a des facteurs internes, des facteurs externes, c'est le sport, quoi. Enfin... Et ça, c'était une stratégie, entre guillemets, en tout cas un mindset que tu t'étais imposé à toi-même ou c'est ton préparateur, ta préparatrice mentale qui t'avait donné un peu l'idée? C'est aussi j'ai travaillé, là on a fait une petite pause après les shows, on s'est laissé tranquille, mais ça doit faire 6 ans que je travaille avec Anaëlle Malherbe, qui est préparatrice mentale à l'INSEP, qui a été notamment préparatrice mentale pour la Coupe Davis, je crois que c'est quand il gagne avec Yannick Noah. Enfin bref, mais du coup pendant 6 ans on a travaillé plein de choses ensemble. Et l'une des choses qu'on travaille dans le sport, c'est se concentrer sur ce qu'on maîtrise. C'est le stoïsme de base, mais c'est vraiment qu'est-ce que je maîtrise. Et quand je suis sur la piste, je ne vais pas maîtriser ce que fait l'adversaire, je ne vais pas maîtriser l'interprétation de l'arbitre, je vais encore moins maîtriser le public. Par contre, je peux maîtriser. Mais en fait, je ne vais même pas maîtriser ce que j'arrive à faire, parce qu'il y a des jours ça sort et des jours ça ne sort pas. Par contre, je peux maîtriser mon attitude. Quelle attitude je vais avoir sur la piste, comment je vais m'engager, comment je vais assumer ce que je fais. Et le reste, après, il y a des choses que je ne maîtrise pas. On a reçu Manon Apiti-Brunet, championne olympique, sur ce plateau, et je lui demandais à quoi on pensait quand on descend les marches du Grand Palais. Elle m'a dit à pas tomber. Bon, ok. Oui, il y a un peu de ça, c'est vrai. Tu pensais à quoi, Maxime? Quand j'ai descendu les marches du Grand Palais, je me suis dit profite. Encore une fois, dans ce truc de profiter. Et en fait, quand j'ai fait ça, avec les copains, on s'était dit, au moins déjà on aura fait ça, parce qu'il fallait arriver jusqu'en demi. Si on perd en quart, en individuel, j'ai perdu en quart, j'ai pas vécu les grandes marches. L'arrivée sur les grandes marches, l'arrivée royale presque, elle était trop classe. C'était magnifique. Et avant de le faire, parce qu'on se raconte aussi des conneries pour se détendre avant d'y aller, malgré l'enjeu, on se disait, bon, au moins on va vivre ça, quoi. Et l'autre truc qu'on se disait, c'est après, la prochaine étape, c'est si on fait médaille de bronze, on va vivre le Cup France avec le côté festif. Et je me rappelle je profite des marches, mais je suis très tendu. Et c'est quand on arrive sur la piste podium, je marche, moi je suis très concentré, je suis très stressé, il y a un bruit, mais de malade. Et là, je crois que c'est Enzo qui me fait... Il me fait comme ça, il me fait Max, regarde le tifo, genre comme un enfant. Et du coup, je regarde et on voit un énorme tifo avec nos têtes, le bruit. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, oh non, en fait, j'ai pas envie de perdre. Franchement, ça m'a vraiment mis parce que les Américains, on les avait pas battus depuis 5 ans. Donc c'était compliqué. Et là, vraiment, je me suis dit, oh, là avec ce bruit-là, cette tendance-là, ça me ferait chier de perdre. Et ça m'a motivé de fou. Mais c'est énorme d'avoir réussi à kiffer autant l'événement et en même temps performer, parce qu'on va parler du par équipe. Et je voudrais quand même revenir avec toi sur l'individuel et ce 8e de finale. Je suppose que tu en as énormément parlé, mais c'était un truc de dingue. Moi, je me rappelle l'avoir regardé, tu vois, entre 2 interviews, l'avoir regardé ça, c'était complètement fou. Contre l'Italien Tommaso Marini, numéro 1 mondial, champion d'Europe en titre, champion du monde en titre, qui était grandissime favori de ces Jeux. Ça démarre très très mal pour toi. Tu es mené 10-2. Ouais, 9-2, 10-3, je crois, un truc comme ça. Ouais. Bon, voilà, ouais. Justement, à ce moment-là, tu penses à quoi? Tu te dis c'est un peu le vide, la peur de décevoir, de passer complètement à côté? Non, déjà, j'en ai rien à faire du public, dans le bon sens. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de me dire je prends une rouste devant tout le monde. Ok. Au pire, c'est juste toi et toi-même. Ouais, c'est moi et moi-même. Et en fait, c'est là où je parle de l'entraînement. C'est que pendant 4 mois à l'entraînement, j'étais concentré, parce qu'il y a des jours, il y a des jours meilleurs que d'autres. Voilà, il y a des bonnes séances, il y a des mauvaises séances, il y a des bons matchs, il y a des mauvais matchs. Et en fait, j'avais réussi à avoir ce mindset de la prochaine touche. D'accord. Il y a peu importe le score, la prochaine touche, la prochaine touche. Et donc en fait, je suis mené 9-2, 9-2 ou 9-3. Et là, je me dis, faut que je change de tactique parce que là, je prends une rouste. Je change de tactique, mais en me disant, déjà, je vais essayer de mettre la 4e. Je mets la 4e, déjà, je vais essayer de mettre la 5e, et ainsi de suite. Et en fait, le goût du sang, entre guillemets, je le sens à 14-11. D'accord. Ou à 14-11, je me dis, ok, il lui en reste une à mettre. Mais moi, en fait, si j'en mets 4, je fais un truc. Et c'est à ce moment-là, en fait, avant, j'étais que dans la touche. Là, je me dis, là, je peux lui faire mal. Et on voit que j'ai une détermination sur les 4 dernières qui est justement, pour moi, la plus grande vertu,
c'est le courage. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, je suis concentré sur soit courageux sur la 12e, soit courageux sur la 13e, soit courageux, et ainsi de suite. Et tu le sens dans son attitude, dans sa façon de bouger, qui se décompose un peu, que tu prends l'ascendant sur lui? Ouais, je le sens. En fait, il y a un truc aussi, c'est qu'il demande des juges de main. Ouais. C'est parce que pour des fautes de combat, je crois qu'il y a 5-1 ou 6-2 pour lui. On va dans ces eaux-là. Et je me rappelle qu'il demande les juges de main. Donc en escrime, il y a 4 pistes qui tirent en même temps. Et en même temps que moi, il y avait Enzo justement qui tirait. Donc le public était un peu partagé. Et il demande les juges de main. Au jeu, c'est assez rare. Il y a la vidéo, il y a de l'espace. Donc les juges de main, ils sont en train de bouffer à la cafette ou je ne sais pas ce qu'ils font. Ça met du temps. Et je me rappelle me dire, tu es en train de faire une connerie parce que du coup, tu appelles les juges de main. Notre match, il prend du retard. Les autres matchs vont se finir. Je vais avoir tout le Grand Palais avec moi. Et je sentais que quand je remontais, que je mettais des touches, en fait, il se prenait une énergie de fou. Et que presque à la fin, en fait, bien sûr, il aurait préféré gagner, mais que dans tous les cas, quand le match est fini, j'ai vu un soulagement presque en lui que le match il s'arrête. Ah ouais. Il aurait préféré mettre la dernière, je pense. Mais je sentais qu'à un moment, il en avait marre d'être sur la piste presque. Ouais, tu t'imposes 15-14. Tu peux me décrire un peu cette ultime touche là, il se passe quoi dans ta tête? Est-ce que c'est un peu, tu penses plus à rien, tu es juste focalisé sur la touche, ou alors il y a plein justement de pensées qui s'entremêlent? Non, celle-là, je m'en souviens très bien de cette touche parce que je ne pense qu'à l'escrime. Ouais. Donc je peux dire, même si ça ne va pas forcément aider les gens, je sais que je rentre en faisant des petites marches de manière très agressive. Ma thématique, c'est je ne bouge pas ma main. S'il m'attaque, je fais une parade riposte. S'il recule, j'envoie tout. Okay. Et c'est ça qui se passe, c'est que je rentre petit, il se bloque, il hésite, et là j'envoie. Et avec ma vitesse, en fait, j'envoie tout et ça met la touche. C'est sympa que tu t'expliques ça comme ça, parce que nous, d'un regard extérieur, on a toujours la sensation, quand tu vois, tu es sur une piste avec un Grand Palais rempli, acquis à ta cause, que tu es porté par le public, que c'est un peu grâce au public aussi que tu arrives à revenir et à t'imposer. Mais quand je t'entends parler, alors le public t'a soutenu évidemment et a joué un rôle, mais tu ne pensais pas du tout au public. Tu es focus vraiment sur toi et limite tu l'entends pas, quoi. Non, j'y pensais pas. Mais là où le public il m'aide, c'est qu'en fait on fait un sport où on crie beaucoup pour extérioriser de l'énergie. Et en fait, comme le public criait énormément, déjà ça a joué sur lui, ça j'en suis persuadé. Donc déjà voilà. Et que moi en fait, j'avais pas besoin de crier parce que les gens criaient pour moi. Et donc quand je mettais une touche, au fond de moi il y avait une flamme et les gens criaient. Je faisais, c'est comme si j'avais crié aussi. Donc non, ça a joué. C'est juste que il y a un côté très sang-froid où je suis concentré. Je sens que ça brûle à l'intérieur, mais que je suis concentré sur mes trucs. Et d'ailleurs, on voit sur la dernière, quand je la mets, en fait, j'exulte pas. Parce que, l'arbitre n'a pas déclaré encore. Il est obligé à 14 partout d'aller voir la vidéo, donc il n'a pas déclaré ma victoire. Donc en fait, je suis toujours là en train de me dire si je dois y retourner. C'est dur, ça. J'y retourne. Et puis en fait, dès qu'il annonce, j'ai le temps de me dire le prochain match, en fait, c'est pas fini. Et à ce moment-là, quand tu bats donc, le numéro 1 mondial et grandissime favori de ces jeux, tu te dis quoi? Tu te dis, ok, là je suis capable de tout, quoi. Je peux aller vraiment loin, je peux aller chercher l'or. Mais pour moi, avant, j'étais déjà capable de tout. Donc, ça te redonne encore plus limite. Je suis à un match d'être dans les quarts déjà, donc je suis très vite concentré dans le quart. Et le quart, il joue à 15-14, il joue pas grand-chose non plus. Enfin voilà, j'aurais pu perdre une touche avant ou de 10 touches même. Mais tu arrives à pas trop tomber dans l'euphorie après ce 8e de finale où non, je suis concentré tout de suite dans mon quart, parce que je sais le but en plus des jeux, c'est... moi, j'y vais dans ma tête pas pour faire une médaille, j'y vais pour gagner. Donc en fait, je suis juste en quart, entre guillemets. C'est comme ça que je le vis. Voilà. Ouais, mais ça a dû être dur en plus de vivre l'extase, vraiment la joie de mettre cette dernière touche face à l'Italien et puis de perdre à la dernière touche face au Japonais, Kazuki Nimura. En plus, c'est un peu, alors le scénario est un peu différent, mais tu es quand même mené au début de l'assaut, tu reviens et ça joue à rien, quoi. Ça joue. Alors je sais qu'il y a une décision arbitrale un peu controversée où toi ça t'agace un peu, mais et voilà, ça a dû être dur à encaisser, de se dire j'aurais pu faire 2 fois en fait un truc de dingue et me hisser en demi-finale et finalement ça passe à quelques centimètres. Avec des si on refait le monde. Ouais. Non, mais en fait le truc de l'arbitrage, c'est qu'il y a une touche en fait. Du coup, il y a beaucoup de pré-aller. Moi, j'ai un jeu très agressif et le Japonais, il n'avait pas envie de subir non plus parce que c'était un peu celui qui attaquait qui touchait. Et je suis mené 14-10 et je commence une remontée, donc je reviens jusqu'à 14. Et en fait, à 14-12 pour lui, il y a une touche où l'arbitre remet en garde au pré-aller et je suis sûr qu'elle est pour moi. Il hésite, mais il ne me la donne pas. Et cette touche qu'il ne me donne pas, en fait, elle change un tout petit peu ma façon de faire mon pré-aller après. Et la dernière touche, en fait, entre guillemets, pas l'erreur que je fais, mais ce que je veux amener, en fait, si j'avais respecté le plan que j'avais mis à 14-12, j'aurais sûrement mis la touche. Mais du coup, j'ai dû changer ma tactique par rapport à la décision d'arbitrage avant. Mais c'est aussi ce qui est passionnant dans notre sport, c'est qu'on n'est pas tout seul et qu'on joue avec l'adversaire, mais aussi avec l'arbitre, parce que c'est un sport d'interprétation. Donc je lui en veux pas, c'est frustrant, mais c'est le jeu. Lui, il fait de son mieux, comme moi, je fais de mon mieux sur la piste. Mais voilà, ça ne joue à pas grand-chose. Et puis, de toute façon, j'ai passé l'âge de refaire
refaire l'histoire. Hein. Non, mais c'est super de réagir comme ça, et tu vois, d'avoir cette lucidité aussi, de te dire, bah oui, c'est vrai qu'avec Dessy, on refait le monde, et ça s'est passé comme ça s'est passé. Et voilà, après, bon, là, tu as un peu de recul aussi, parce que quand tu étais vraiment dans l'événement, le soir de l'élimination, en quart, tu revisionnes ou tu regardes pas, non, tu peux pas le regarder. Non, mais après, c'est ma personnalité, mais moi, le soir, j'ai dit merci aussi. Parce que j'ai vécu mes jeux pleinement. J'aurais voulu faire une médaille, mais à Tokyo, je me suis pointé au premier tour, j'ai pris 15-6 à 4 h du mat sur France Télé en France, sans public. Enfin, j'ai pas vécu. Vibré tout le monde. Clairement, oui, mais moi j'ai vibré aussi. Et je sors de là vraiment en me disant bah, merci, j'ai vécu mes jeux en indiv. Hein, et j'ai dit merci pour ce que j'ai eu et j'aurais aimé plus, mais peut-être que j'y retournerai, peut-être pas, mais en tout cas, j'étais tellement reconnaissant de ce que j'avais vécu aussi. Moi, c'est ma mentalité. Hein. Mais c'est super, je pense que c'est la mentalité qu'il faut avoir, de toute façon. Quand non, mais là, par exemple, on fait une bonne interview, c'est sympa, je vais descendre dans la rue, je vais croiser quelqu'un qui vit dans la rue sur un matelas. Enfin, je sais pas, j'ai pas le droit de me plaindre. Enfin, c'est ma conception. Je vois ce que tu veux dire. Et puis bon, il y a énormément de positifs à conserver de ce parcours en individuel. Moi, il y a une petite séquence que je voudrais qu'on regarde qui est assez sympa. Puis je te poserai quelques questions dessus ensuite. Mais Enzo Lefort, qui se fait aussi éliminer en quart sur un scénario similaire sur la dernière touche. Vous vous retrouvez tous les deux dans la chambre. Il est 23h30 minuit. Ouais. Et il se passe ça, regardez. T'as du mal à dormir? Quand je vais finir mon muffin, je vais pas manger dans la chambre. Il est minuit, hein. Minuit. 23h30, t'as vu. Voilà. Les deux ont perdu en quart des jeux. Et bonne nuit. La bise. La bise. Je trouve ça génial en fait, cette petite vidéo. Tu vous dites pas grand chose, hein. Mais déjà je trouve ça génial que tu montres ça sur tes réseaux. C'est assez rare d'avoir des athlètes qui montrent aussi les moments un peu de déprime. Mais on sent un peu de déprime, mais en même temps on sent un peu de... Bah voilà, vous êtes quand même fiers de ce que vous avez fait, ça joue à rien, mais en même temps, on est un peu triste. C'est un peu bizarre comme sentiment, non? En fait, c'était une vidéo zapping que j'avais faite pour la nouvelle année. Pour résumer l'année 2024, j'ai fait mon zapping des jeux, des images que je n'avais pas montrées. Et en fait, il y a plein d'images très drôles, il y a plein d'images très festives. Et pourtant, moi, c'est mon image préférée. Parce qu'elle montre un vrai moment, justement, quand je l'ai filmé, je me suis dit, c'est quoi, au moins, je m'en souviendrai de ce truc. Et c'est la simplicité du truc, c'est qu'on est rentré au village, il est en train de bouffer, de regarder sa série, parce que la vie continue. C'est ça. Et je me rappelle, c'était au championnat d'Europe, pas cette année-là, l'année d'avant, il y avait une sabreuse qui avait perdu, et moi j'avais perdu, je crois que j'avais perdu, je sais plus, enfin bref, j'avais pris une rouste. Et elle me dit, mais comment tu fais on était le soir, comment tu fais pour passer à autre chose et tout? Et je lui dis, mais est-ce que j'ai le choix en fait? Enfin, la vie, elle continue. Et ça, c'est quelque chose avec Enzo, même avec Julien et Shasta qui sont aussi très comme ça, où on a ce côté, la vie continue, on se dit souvent, on gagne pas tout le temps, mais qu'est-ce qu'on se marre. Et c'est un peu, encore une fois, se contrôler sur ce qu'on maîtrise. Une fois qu'on a perdu, on a perdu. Et la vie, elle continue. Et je voulais montrer ce moment-là où, oui, bon, on faisait pas des galipettes dans la chambre, mais en vrai. Et dans ta voix, on sent quand même que t'es pas complètement miné non plus. On en rit. On en rit. En fait, on n'a pas eu de 15-14 en quart de finale. On s'est préparé pendant 3 ans. Ouais. Mais la vie est belle. On espère aller faire à ce moment-là quelque chose par équipe qu'on arrive à faire en plus. Et de toute façon, il faut passer. La vie, elle continue, quoi. Enfin... Mais c'est le bon état d'esprit parce que ça permet en plus de switcher, de se remobiliser beaucoup plus facilement pour le par équipe, je suppose. Ouais, il y a eu. On avait fait notre playbook, notre plan de jeu avec le coach, Aymeric Clot et la préparatrice mentale, justement, quelques mois avant. On avait des deals. Et le deal, c'était après l'individuel, on a 36 heures à nous. D'accord. Donc en gros, typiquement, Julien Mertini est retourné dormir chez lui avec ses enfants, sa femme. D'accord, c'est génial ça. Voilà. T'as fait quoi toi? Moi, je sais plus. Je crois que j'ai jamais dormi. Je suis allé déjeuner et dîner chez moi avec ma conjointe, mais j'ai pas voulu dormir. J'ai voulu rester dans le. D'accord, pour rester un peu dans le jus, voilà. Enzo a fait pareil. Il est retourné voir sa famille, Shasta aussi. Et en fait, nous, on s'est retrouvés le soir même, qui est le lendemain de ça. Et Julien, on l'a retrouvé 36 heures après. Okay. Voilà. Et c'était un peu le truc, chacun vivait son deuil comme il voulait. Je crois que Shasta et Enzo, ils sont allés faire les cakes chez le coiffeur après ou un truc comme ça. Et puis voilà, on a chacun vécu notre truc. Ouais, c'est trop bien d'avoir pris un peu de temps aussi pour vous ressourcer, repartir sur avec d'autres bases, d'autres intentions. C'est ça, le coach, et les coachs, on les a pas vus pendant 36 heures. C'était le deal. D'accord. Voilà, c'était le deal pendant 36 heures. Chacun vit sa vie, on fait le deuil. Qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu d'ailleurs. Et on passe à autre chose. C'est vrai que dans la vie d'un athlète de haut niveau, souvent faire le deuil, ça prend du temps. Vous êtes obligé de faire le deuil ultra rapidement. Oui, mais d'un autre côté, quel luxe
de rater une médaille et de pouvoir se dire j'ai une autre chance dans 5 jours. Ouais, moi c'est comme ça que je le vis en fait. Chaque fois qu'il y a les équipes, je me dis j'ai quand même de la chance. Quand ça se passe bien, on se dit on a envie de continuer le plaisir, et quand ça se passe mal, en fait j'ai trop de chance, j'ai une autre chance. Alors là, il ne faut pas se planter par contre pour le par équipe. On va afficher d'ailleurs, on a fait un petit visuel avec votre parcours pendant le par équipe. Donc il y a eu 3 matchs. Voilà, ce quart de finale contre la Chine, vous vous imposez 45-35, mais le quart de finale c'est un match un peu traître. Parce que si tu perds, tu joues que des matchs de classement. C'est horrible. Et si tu gagnes, par contre, ça te donne 2 possibilités finalement derrière de décrocher une médaille. Nous, ça va très vite. Il n'y a que 8 équipes qualifiées. En effet, la boule au ventre. Peur de perdre. Là, hein. La boule au ventre sur le quart, c'est le pire. Parce que là, vraiment, c'est comme tu as dit, tu perds, tu fais le cake tu fais 2 matchs de classement au Grand Palais. Il n'avait plus aucune chance après. C'est nul, c'est fini. Et par contre, tu gagnes, tu sais que tu n'as que des matchs à enjeu. Et en plus, les Chinois nous avaient battus en quart de finale des championnats du monde l'année d'avant. Et ils avaient fait vice-champion du monde. Donc France-Chine, c'était vraiment le gros match des quarts de finale des Jeux. Et on les a bien battus, donc c'était cool. Tu commences en plus, non? Ouais, la pression est énorme. Parce que là, je sais que si je prends une rousse sur le premier relais, on va courir après le score. Enfin, pour moi, je me rappelle rentrer et me dire le premier relais là, que tu es en train de faire, il est peut-être plus important que le dernier. Et je pense que. Alors, le dernier relais, c'est toujours le plus important parce que si on ne met pas la dernière touche, on ne peut pas gagner. Mais je crois qu'Enzo, il a plus 10 sur le dernier relais. Donc, il a de la pression et tout. Mais le premier relais, tu es à 0-0. Et si tu perds 5-1, 5-2, en fait, les copains, ils doivent rattraper le score. L'équipe d'en face, elle est en confiance et ça change tout. Et c'est exactement ce qui se passe sur la demi sur les Japonais. Je perds 5-3, je crois, le premier relais. Et en fait, on n'arrive jamais à recoller et à se relever. Mais donc, du coup, le quart de finale, c'est peut-être le moment le plus dur, quoi. C'est une fois que tu as passé ça. C'est que la peur de perdre. C'est pas le plus dur parce que tu fais 4e, c'est horrible aussi. Mais pour revenir sur ce que j'avais dit à Maxime dans les pépites de Maxou, allez, dans une séquence où on fait 4e, au moins on a entre guillemets pris du plaisir jusqu'à la fin. Alors que là, si tu perds en quart, tu prends plus de plaisir et tu refais 2 matchs. Donc là, le terme que j'avais utilisé, il nique mon plaisir. Là, c'est vraiment en quart, j'ai pas envie que mon plaisir soit perdu. Mais non, du coup, ton plaisir n'a pas été niqué, comme tu le dis, puisque vous vous qualifiez donc en demi face aux Japonais. Une défaite. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu parlais tout à l'heure de Tokyo, de ce sacre olympique par équipe avec Erwan Lepechou, donc qui est coach de cette équipe japonaise, qui est allé au bout en plus, qui a décroché la médaille d'or. Erwan qui s'était porté candidat pour devenir coach de votre équipe. La Fédé n'avait pas vraiment accepté, avait jugé qu'il était peut-être un peu trop inexpérimenté. Est-ce que vous êtes consultés dans ces moments-là, vous les athlètes, ou pas du tout? Ouais, on en parle. Non, si on en parle, après avec Erwan, on est très proches. Maintenant, on est liés à vie aussi. Donc moi, je sais quand est-ce qu'il... Enfin, pas toujours dans les détails, mais en gros, quand il est contacté par la Fédé, je suis plus ou moins au courant. Pourquoi il reste pas. Enfin, c'est tout qu'on en parle après. Mais vous n'avez pas un pouvoir, disons que si vous dites tous... Non, parce que je vais dire très clairement, le nerf de la guerre, comme dans beaucoup de sports, mais encore plus dans un sport comme l'escrime, c'est aussi l'argent. C'est aussi que aujourd'hui, je n'ai pas les sommes, mais je pense que l'entraîneur-chef au Japon, il gagne 3 à 4 fois plus que l'entraîneur français. Donc, alors Erwan, il n'était pas chef, je ne sais pas ses contrats exactement, mais je sais que financièrement, c'est un moment, en France, il y a le poste qu'on propose, mais il y a aussi le salaire qui va avec, et qu'aujourd'hui, l'entraîneur du champion olympique individuel hongkongais, il est français, l'entraîneur principal du Japon, il est français, Erwan était son adjoint, on va dire, il est français. Les Français, ils s'exportent très bien, parce qu'on a des super entraîneurs. Nous, on a la chance d'avoir gardé Aymeric Lo, qui faisait partie un peu de cette bande-là des coachs prisés, je dirais. Mais l'aspect financier, il est important, et aujourd'hui... En France, le système français, ça allait un peu mieux avant les Jeux de Paris parce qu'il y avait aussi plus d'argent, il y avait des contrats un peu développés et tout. Mais c'est ça aussi le problème, c'est que le sport français ne paye pas très bien. Tu penses que ça a fait la différence? Erwan, coach des Japonais, il vous connaît par cœur, vous êtes ses potes? Ouais, non. Non, parce qu'ils nous connaissent par cœur, on les connaît par cœur. Enfin, c'est tout le temps les mêmes équipes, on se connaît. Après, il a bien fait son travail, ils ont gagné, ils sont champions olympiques. Et après, du coup, après cette défaite... donc là, pardon, juste pour Erwan, parce que là, ça me fait penser à un truc. C'est piège parce que... donc Erwan, à un moment, je suis sur le japonais, je suis en train de faire une remontée un peu par équipe. Et je le vois sur le préaller, et je le vois dire au japonais « Arrête d'aller au préaller ». Donc celle d'après, je me dis « Le japonais, il ne va pas aller au préaller ». J'y vais plus gentiment et je me fais surprendre au préaller et il n'a pas du tout fait ce qu'Erwan lui avait dit. Donc parfois ça marche, faut pas se concentrer trop sur ce que sur le coach dit aussi. Ok. Donc après tu perds en demi, tu prends une petite claque, mais il y a encore moyen de faire une médaille.
Entre la demi et le match pour le bronze face aux États-Unis, vous faites quoi? Vous restez en groupe, vous allez chacun un peu de votre côté pour vous ressourcer et retrouver un peu de... On a 4 heures à peu près. 4 heures. Moi, je suis resté très seul. Je pense que j'ai eu 1h30, 2 heures où j'ai dû avoir les larmes aux yeux. Enfin, j'étais encore dans j'ai perdu. Et après, j'ai eu 2 heures où je me suis reboosté. Enfin, 1 heure et 1 heure après avec l'équipe. Shasta, il a vu la psy. Donc Maximilien Chastanet. Maximilien Chastanet, je crois qu'il a vu la psy qui était avec nous. Julien Mertine, il était sorti, donc il ne pouvait plus rentrer. Donc lui, il jouait le rôle un peu de grand frère, qui nous laissait tranquille, mais qui donnait la bonne énergie, qui demandait si on avait besoin de quelque chose. Et Enzo, qui était un peu dans le dur sur la demi, il a fait l'échauffement de sa vie. Il s'est mis dans un état à l'échauffement, il a pris la leçon il a pris la leçon avec notre coach Amir, voilà, qu'on voit lever les bras, là, ça c'est Amir. Et Amir lui a fait une leçon de psychopathe pendant une demi-heure. Il a fait plus d'escrime à la leçon que sur toute la compète réunie. Incroyable. Et donc voilà, et je me rappelle que donc on a à peu près 3 heures entre guillemets où chacun s'approprie le moment, donc faire le deuil, se réchauffer, se repréparer. Et après la phase terminale, la dernière heure où on se réchauffe ensemble et après on a les chambres d'appel et tout, je me rappelle avoir réuni les gars et leur avoir dit... c'est vraiment pendant 3 heures presque, on ne s'est pas parlé. Enfin, on était chacun dans notre truc. Et le moment où on se reconnecte, où on va se réchauffer ensemble, je me rappelle leur avoir dit maintenant, quoi qu'il se passe sur la piste, ça ne changerait rien au fait qu'on s'aime, qu'on est amis, qu'on a vécu des super trucs et qu'on va vivre des super trucs ensemble. Et maintenant, on y va pour nous et pour kiffer. Et bon, ça a marché apparemment. Ça a bien marché. Et puis, il y a eu aussi un changement tactique énorme de la part de Aymeric Claude. Donc, Enzo Lefort qui était un peu en difficulté, qui d'habitude finit, qui est finisseur. Là, c'est toi qui passes finisseur. Ouais. Tu l'apprends à Aymeric qui te le dit quelques heures avant... On vient de perdre sur les Japonais, donc on est à H-3h30, je pense, à peu près, du match pour la 3e place. Et en fait, il vient me voir, il me dit, là, je sens qu'Enzo est dans le dur. Et en plus de ça, le finisseur américain, Macialas, je pense que c'est le tireur qu'Enzo tire le moins bien au monde. C'est vraiment sa bête noire un peu. Alors, il a déjà réussi des bons relais sur lui et tout, mais déjà en individuel, il ne l'a jamais battu. Enfin, la dernière fois qu'il l'a battu une fois, c'était en cadet, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref. Et depuis, il ne l'a jamais battu. Et c'est vraiment un tireur compliqué pour lui. Enfin, pour tout le monde, mais particulièrement pour lui. Et donc, en fait, Aymeric vient me voir et il me dit, tu le sens comment, Macialas? Là, je comprends très bien où ils vont en venir. Et je lui dis cette phrase. Tu t'y attends un peu? Avant qu'il vienne te voir, tu t'y attends? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et quand il me dit, tu me tires comment, Macialas? Là, je comprends très bien. Et je lui réponds cette phrase. Je lui dis même pas, je le tire bien. Je lui dis, je le tire mieux qu'Enzo. Comme ça, pas sous-entendu qu'Enzo est mauvais. C'est juste de dire, en fait, je comprends où tu veux en venir. Qu'Enzo est dans le dur, que c'est pas son tir préféré. Donc, en disant, je le tire mieux qu'Enzo, je lui dis, je vais finir s'il faut finir. Et donc, après, il est allé voir Enzo. Et il lui en a parlé. Enzo a dit OK, on fait ça. Il m'a dit tu as 3 heures pour te préparer. Voilà. Mais coaching gagnant, parce que Enzo, ça l'a libéré aussi d'un poids. Et Enzo, l'idée c'était de le libérer. Voilà, l'idée de passer devant aussi. En fait, on avait besoin de son scoring. Et que moi, je prenne la responsabilité du finisseur parce que c'est un gros stress. Je rate mon premier relais sur les États-Unis, je perds 5-3, mais franchement, je passe à côté, je trouve, dans mon escrime. Parce que je suis encore, pas tétanisé, mais je suis très stressé et je suis déjà en train de penser au dernier relais. Il n'y a que le dernier relais qui m'obsède. Je me dis, si on est à plus 2, plus 1, enfin, je sais pas, bref. Le dernier relais m'obsède et j'ai l'impression que je passe à côté un peu de mon premier match. Ça revient après. Mais du coup, voilà, Enzo, ça l'a peut-être plus libéré. Ça lui a permis de faire un 8-2 sur les Américains, sur le match pour la 3e place, qui nous donne l'avance et qui, après, on a fait le boulot. D'ailleurs, comment tu gères? Parce que quand tu as fini ton relais, après, en même temps, il faut pas libérer trop d'énergie, mais en même temps, tu as envie de supporter les copains. Tu te places comment un peu, toi? Ça dépend des périodes. Je suis souvent en avance sur des matchs comme au Challenge Mazar ou des trucs comme ça. Je viens un peu être le... Enfin, ça dépend aussi de la dynamique de l'équipe. Là, pour le Grand Palais, je disais rien. J'étais concentré sur moi. Il y a 8000 personnes qui crient. Je laisse les coachs, j'ai confiance aux coachs pour faire les infos. Le bruit, il est là. Donc, en fait, je reste focus. Et encore plus le dernier, le finisseur. Ceux d'avant, quand ils finissent vraiment le dernier relais, là, ils transmettent de l'énergie. Moi, c'est ce que j'ai fait à Tokyo sur la finale. Je ne tirais pas parce que j'étais remplaçant, j'étais sorti. Donc là, par contre, je faisais... il n'y avait pas de spectateurs, donc il n'y avait que moi dans les tribunes qui criaient. Donc là, j'avais un rôle d'énergie. Là, quand je suis le finisseur, je ne parlais pas beaucoup, j'étais concentré, je restais dans ma bulle. Ouais, puis un finisseur placé dans un fauteuil, parce que tu prends avec 10 touches d'avance. Mais c'est pas facile quand tu es dans cette position, parce que nous, on s'attend tous, on se dit, c'est bon, il va finir tranquille. Par contre, si tu ne finis pas... là, tu passes pour le clown, Voilà. Non, c'était encore... Enfin, franchement... inconsciemment, je préférais être à moins. Mentalement, tu préfères être à 40-38 contre que presque 10. Parce que là, en effet, tu rentres, tu te dis, là, en fait, je peux que gagner, sinon je passe pour le clown. Donc, ça te traverse l'esprit quand tu rentres? Tu te dis, je peux passer pour un con, tu sais qu'il y a la pression, en fait, que tout le monde commence à fêter le truc et tout. Toi, tu te dis, c'est pas fini, tu te le répètes. Et c'est pour ça que je rentre dans le match où je lui mets les 2 premières.
Et je me dis pas, je vais attendre qu'ils viennent. En fait, j'impose un truc. Et c'est ce qui m'a libéré aussi, c'est que je mets les 2 premières. Et au final, je gagne 5-2, je crois, le relais. Donc, mettre les 2 premières, ça m'a fait du bien. La première, j'arrive, je lui fais une feinte, il m'attaque par riposte, 1-0. Plus que 4, voilà, ça m'a fait un peu cet effet-là. En plus, pas facile parce qu'il y a une, si je me rappelle bien, il y a une Marseillaise. Ouais, je mets la première. Ouais. Je suis très concentré, je suis dans mon truc. Et là, il chante la Marseillaise. Et, il leur dit arrêtez. Et je me rappelle me dire, c'est pas fini. Mais en fait, je m'étais tellement préparé mentalement à ce qui est ce genre de truc que j'étais pas perturbé. Mais ça, par contre, on l'a travaillé en prépa mentale aussi. Comment tu l'as travaillé? Tu fais chanter la Marseillaise? Non, mais on travaillait avec des écouteurs. Okay. Et il y avait du bruit. Et on se projetait sur des situations. Et on travaillait comme ça. C'est magnifique, ça. Ça a bien payé en tout cas, mais on a une photo aussi qui est magique, qui est très très belle, où tu mets cette dernière touche et puis les larmes, évidemment. Alors des larmes, évidemment, pas de tristesse, mais de joie, de soulagement, de libération. Elle est belle cette image, même quand tu la revois quelques mois après, je suppose que ça te fait quelque chose, Maxime. Moi je l'aime pas, mais c'est à titre perso, parce que alors je sais que même ma copine, quand je lui dis j'aime pas, elle me dit monsieur, moi c'est mon. T'aurais voulu ne pas pleurer? Non, c'est pas que j'aurais pas voulu pleurer, c'est que moi je sais ce que c'est comme larmes, et c'est pas des larmes de joie, c'est des larmes d'épuisement, parce qu'on en a chié, par équipe on en a vraiment chié pendant 3 ans. Je pense que 50% de mes réunions avec les coachs, c'était pour parler de l'équipe et pas de moi. Donc je sais que l'équipe, ça m'a pris beaucoup d'énergie, ça nous a pris beaucoup d'énergie. Que autant Tokyo, on sentait, alors il y a eu du stress, mais on montait en puissance, on était un peu la meilleure équipe, je pense, du moment. Autant Paris, on sentait qu'on courait pour rattraper du retard, rattraper quelque chose. Et en fait, là, c'est les larmes de j'en peux plus, là. D'accord. C'est bon, je suis fatigué, voilà. Mais ça a duré juste le temps de la célébration, et après, enfin de là, et puis dès qu'on a fait le podium et tout, là, j'ai profité. C'est intéressant parce qu'une journaliste de notre rédaction, Koumbanyang, est allée faire un petit sujet sur vous il n'y a pas longtemps, avant le Challenge Mazar. Et Aymeric Clot est en interview, et il lui dit après la médaille de bronze, je me suis assis en fait, sur des marches et je suis resté figé. Ouais. Et je savais plus où j'étais, en fait, et on a dû me relever en me disant félicitations pour que je reprenne un peu. On est sonné. Je pense qu'à ce moment-là, on est sonné. Et encore une fois, c'est pas la médaille d'or olympique. Là, il y a quand même la peur de faire 4e. C'est-à-dire que si tu fais 4, tu as préparé ces jeux-là pour rien. Enfin, pas pour rien, mais pour finir sur sans médaille. Et donc, celle-là, j'ai kiffé. Là, j'ai kiffé. Ah oui, là, oui. Ah, là, on voit la joie. Là, j'ai kiffé, ouais. Celle-là, j'ai kiffé. Enfin, voilà, après, mais voilà, il y a un petit temps où c'est des larmes que les 2 moments de larmes que j'ai. Voilà, là, j'ai profité aussi. Mais les 2 larmes les 2 moments où on me voit pleurer et tout, c'est pas les larmes que j'aurais voulu avoir. Ouais. Là, on crie justement. Là, on se dit, on va où ce soir? Et là, on dit au Club France. Voilà, parce qu'on était content d'aller faire la fête. C'est clair, le Club France, c'est vrai que c'est une sacrée expérience aussi. Donc, l'endroit où il y a tous les médias, où aussi les médaillés viennent fêter leurs médailles, bien fêter leurs médailles. Ouais. Hein. C'était un vrai objectif aussi, de vivre l'expérience. De vivre l'expérience, full expérience jeu. Voilà, on a tout vécu au jeu et c'était trop bien. C'est trop cool. Vous avez fêté ça jusque tard le soir? Quelle heure un peu? Jusque tard. Moi, je suis rentré vers 5h, je crois. Et Julien 7, Enzo, il est rentré chez lui. Donc, j'ai fait son sac, moi, le lendemain. Parce que justement, on s'est fait sortir du village. Mais tu as vraiment le temps de savourer? Parce que je me dis, quand vous sortez de l'épreuve, vous enchaînez direct quasiment. Avec le Club France, c'est genre marathon médiatique, les célébrations, les trucs. À partir de quand, tu vois, tu te retrouves un peu seul avec toi-même, avec la médaille, où tu te dis, putain, c'était bien, quoi. Non, mais c'est des moments... Parce que ce moment-là où je suis tout seul avec ma médaille, je m'en fous, c'est fini. Enfin, moi, j'ai envie de partager ça. Je me rappelle Tokyo, là, le premier moment où je rentre chez moi après l'euphorie, où je suis sur mon canapé tout seul, je me dis, ça y est, c'est fini. Enfin, ça y est, voilà. Donc là, Paris, j'ai voulu profiter de tout. Non, c'est les moments où on n'est que tous les 4. C'est des trucs tout cons, mais parce qu'en fait, à un moment, quand on est à 4, justement, il y a tout le temps des gens avec nous, on parle, on répond à des questions, enfin, on profite différemment. Mais je sais pas, le taxi, tous les 4, du Grand Palais au Club France, là, on n'est que tous les 4. C'est ces petits moments-là à nous, où même voilà, quand on a fait la fête, j'ai bien aimé notre première soirée parce que justement, c'était entre guillemets quasiment que des proches de la famille Escrime et tout. Et après, le marathon médiatique, comme tout seul, je m'ennuierais un peu, mais là, comme on est tous les 4, en fait, c'est... Ouais, c'est vraiment, tu l'as dit, c'est le terme, c'est une famille, en fait. Hein. Ouais. Maximilien Chastanet, Julien Mertine, Enzo Lefort, vous êtes liés, quoi. Là, on est liés à vie, et comme on était liés avec Erwan après les Jeux Olympiques. Et il y a un truc comme ça où... Et puis, après, moi, c'est ma conception du sport et de ce que je vis même au quotidien avec les copains. C'est que, en fait... je vis tout ça pour partager des moments avec eux. Et ce qui reste, parce que j'ai 2 médailles olympiques maintenant, j'en ai une en or et tout, mais en fait, quand je les vois en tant que telles, ce que ça symbolise, c'est ce que j'ai partagé avec les gens, en fait. Et si tu devais retenir là,
un seul moment de tous ces Jeux Olympiques de Paris, juste un seul, ça serait lequel, Maxime? Sans hésiter, moi, c'est la... Parce que oui, il y a la médaille, il y a le moment, c'est des bons. Mais la cérémonie d'ouverture, c'était quelque chose. Ah ouais, tu vois, c'est intéressant, on n'en a même pas parlé. Donc... Franchement, moi, la cérémonie d'ouverture, pareil, j'étais dans un état où je me suis dit, je veux profiter à fond. Et c'est le seul moment, à part quand je dormais, et encore, je devais en rêver, mais pendant un an, ça doit être Enfin, en tout cas, pendant les 4 mois de préparation des Jeux, je pense que la cérémonie d'ouverture, c'est le seul moment où pendant 4 heures, je n'ai pas pensé à moi sur une piste d'escrime au jeu. Ah ouais. Tellement je vivais le truc pleinement et j'ai profité. Je m'étais dit, je vais pleurer au moment. Parce que à Tokyo, je n'avais pas vécu la cérémonie. On était juste rentré dans le stade, un stade vide. On avait fait coucou, on était ressorti. Fierté de faire la cérémonie d'ouverture, mais je ne l'avais pas vécu. C'est là, je me suis dit, je veux profiter de chaque seconde. Et aussi, Astrid Guyard, grande fleurettiste, m'avait dit à Tokyo, c'est important le moment où on allume la flamme parce que souvent, il y a un truc émotionnel qui se passe et il faut lâcher quelque chose. Et en fait, là, je n'ai pas du tout été pris par l'émotion. Je m'étais dit, au moment de la flamme, je vais être pris par l'émotion. Ouais. Et je n'ai pas du tout été pris parce que le dernier relais était hyper long, on attendait, puis finalement, c'est une belle flamme. Mais en fait, c'est un ballon. Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas ce truc. Ouais. C'est pas comme ça que je l'avais imaginé. Et je me dis, ah mince, j'ai raté mon moment d'émotion. Et en fait, là, on est en bas de la Tour Eiffel, il y a Céline Dion qui chante devant nous, et là, c'est bon, je l'ai eu. Voilà, je l'ai eu. Et là, c'était exceptionnel aussi. Mais c'est super d'avoir pu profiter comme ça pendant 4 heures et justement ne plus penser à l'escrime parce que j'ai beaucoup d'athlètes ici, quand je leur parle de la cérémonie d'ouverture, qui me disent que c'était génial, grandiose, mais que finalement, ils n'ont pas profité énormément parce que tu as déjà la tête en fait à ta compétition, tu vois. Mais ça, c'est peut-être l'expérience d'avoir fait des Jeux de Tokyo et peut-être encore plus d'avoir été champion olympique et d'avoir vu aussi que en fait, ce qui reste, c'est les moments et que la médaille en soi... Moi, là, je donne un exemple. Là, on parle beaucoup des médailles de bronze des Jeux de Paris, de la qualité. On m'a proposé de la changer, j'ai dit non, alors qu'elle est toute défoncée, parce que j'ai dit en fait c'est celle qu'on m'a offert, c'est celle que Thomas Bach, président du CIO, ancien escrimeur, m'a donné, que j'ai mérité, mais m'a donné sur le podium. Et en fait c'est ça que ça représente avec toutes les éraflures qu'il y a dessus. Et c'est ces moments-là. Et donc en fait le fait de, je pense d'avoir fait les Jeux de Tokyo, de ne pas les avoir vécus, et en plus d'avoir été champion olympique et de voir qu'en fait ça ne change pas une vie, en fait maintenant... vis et profite des moments, et je pense que c'est ça qui m'a servi aussi sur ces Jeux. Il y a quelqu'un qui voulait t'adresser un petit message avant qu'on finisse. Moi, je devine on pourrait parler encore Sport en France, je devine direct. Pendant des heures. Ah ouais, vas-y. Maxime, non? Eh ben non, c'est pas Maxime. Tu vois, on est sur Sport en France, mais c'est un collègue, un confrère, mais d'un autre média. On l'écoute. Ok. Salut Maxime, c'est Rémi. J'espère que tout va bien. J'avais une question à te poser. Je voulais savoir comment il était possible qu'un homme comme toi, qui fait preuve de goût habituellement, qui s'habille bien, qui est beau gosse, qui fait un sport noble comme l'escrime, qui réussit en plus plutôt pas trop mal, pouvait avoir décidé de devenir fan des Boston Celtics. C'est un très mauvais choix. Heureusement que j'ai salué les copains de Beansport tout à l'heure, parce que là, ça l'aurait fait mal. Rémi Réverchon, évidemment, journaliste Beansport, le visage de NBA Extra, de la NBA sur Beansport. Rémi, il m'a régalé parce que, il est supporter des Lakers, mais en vrai, il kiffe Boston aussi. Hein, il s'est bien régalé quand on est allé au final NBA. Et il m'a régalé parce que, donc du coup, la personne, quand j'ai voulu aller voir les finales NBA à Boston, la personne que j'ai contactée, c'est lui, parce qu'on se connaît bien. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu penses que pour moi, d'Europe, c'est possible d'avoir des places, machin. Il a même essayé de me choper les places de stars. Tu sais, genre, où je serais passé, il y aurait eu la caméra sur moi et sur l'écran. Maxime Potier, Olympic Champion, c'est le truc comme les stars d'Hollywood, tu vois. Bon, il n'a pas réussi à négocier ça, c'était une trop grosse finale, c'était contre Golden State et tout, mais voilà, c'était trop sympa. Et du coup, j'ai vécu mon truc, et là-bas, j'ai eu la chance il m'a emmené dîner avec Xavier Vaution, Jacques Monclar. J'ai rencontré aussi Nicolas qui gère, alors il s'appelle Niconix sur Instagram, mais qui gère toute la com Europe de la NBA. J'ai rencontré des gens de la NBA aussi, je dirais pas, mais assez haut placés. Donc en fait, il m'a fait vivre l'expérience à fond. Il m'a ouvert les portes d'un monde dont j'aurais jamais pensé voir. Et voilà, c'était trop cool. Trop cool. Et ben écoute, l'interview avec toi était trop cool aussi, Maxime. Je tiens à te le dire. Franchement, j'ai passé un super moment. Avec plaisir, merci Lucien. C'est passé super vite, mais bon, c'était trop bien. Les prochaines échéances là pour toi? Il y a Turin. On va à un Grand Prix à Turin dans 3 semaines maintenant. Et sinon, nous, c'est notre période danse de la saison.
où là on a plein de Coupes du Monde et j'espère être sélectionné pour les championnats d'Europe et les championnats du monde qui sont en juin et juillet pour aller chercher d'autres médailles et d'autres titres. On l'espère aussi pour toi Maxime, on te souhaite plein de bonnes choses et puis merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité, Victor Crouin, je peux déjà vous le dire, numéro 1 français de squash et 12e mondial. Et puis on aura d'ailleurs la semaine d'après Oriane Malo-Breton. Et Oriane, que tu connais un peu, épéiste, double vice-championne olympique et pas passé loin aussi d'une médaille d'or Oriane. Merci à toutes et à tous, merci à l'équipe en régie et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, ils sont là, ils sont beaux. Salut tout le monde, bye bye.